Je suis ravie de voir actuellement 46 participants dans le public pour cette rencontre en ligne avec Chris Kraus, qui va présenter son livre Baiser, offert des films en allemand Sommerfrauen, Winterfrauen, en conversation avec Florent Georgescu. Publié en Allemagne en 2018, la traduction française de Rose Laborie, qui est également dans le public d'ailleurs, sera publiée le 21 janvier par les éditions Belfond. Écrit sous la forme d'un journal posthume, cet ouvrage raconte l'histoire d'un étudiant berlinois à New York dans les années 1990 et ses tentatives d'échapper à son histoire familiale hantée par les fantômes nazis. Jusqu'à présent, Chris Kraus a publié 4 ouvrages littéraires. Baiser ou faire des films en est le dernier et le deuxième à paraître en France. Vous connaissez peut-être l'ouvrage La fabrique des salauds. Nous avons en fait présenté ce livre au Goethe-Institut l'année dernière. Ce livre monumental, vraiment monumental, sur la vie de 2 anciens criminels nazis, qui est basé sur l'histoire familiale de Chris Kraus, a été l'un des best-sellers de la rentrée littéraire en France. Je vous souhaite une excellente soirée et je passe la parole à Florent Georgescu. Bonsoir. Merci beaucoup de cette occasion que vous m'offrez de parler avec Chris Kraus, qui est toujours un plaisir. Je dois dire que La fabrique des salauds a été l'an dernier pour moi un choc. C'est un des livres les plus puissants que j'ai lus depuis des années, ce qui crée toujours une sorte de peur quand un nouveau livre arrive du même auteur, d'un auteur qui a été capable de nous procurer un tel choc, justement. Et ça a été pour moi une merveilleuse surprise de découvrir ce nouveau livre, Baiser ou faire des films. Une double surprise, en fait, d'abord parce que c'est à nouveau un livre d'une grande puissance et d'une très grande beauté, enfin, qui arrive à créer quelque chose de rare, qui a une tonalité, un univers tout à fait unique, qui sont passionnants. Mais en plus, il est dans tout autre registre que La fabrique des salauds. Et ça, c'est un plaisir de plus que de constater cette capacité de mouvement chez un auteur, de passer de ce qui était, comme vous l'avez rappelé, une fresque qui courait à peu près sur tout le XXe siècle à travers des figures impliquées dans les événements les plus tragiques de l'histoire. Et on se retrouve tout à coup avec un jeune homme, un encore jeune homme, disons, qui n'a apparemment et personnellement rien à voir avec les grandes tragédies de l'histoire, même si elles sont toujours là et si elles le hantent toujours. Et on est surtout sur un registre qui est picaresque, parfois drôle, touchant. Dieu sait que les personnages de La fabrique des salauds étaient forts et inoubliables, mais enfin, on ne peut pas dire d'eux qu'ils étaient particulièrement attachants. Et là, on a affaire à une galerie de personnages, tous très attachants. Et d'abord, ce personnage central, Jonas, qui raconte les 2 mois qu'il passe à New York dans ce journal, et qui est un personnage merveilleusement gaffeur, avec un don merveilleux pour l'échec et pour l'incertitude, et avec une capacité à attirer autour de lui le malheur du monde, qui lui tombe littéralement sur la tête en permanence, qui en fait un personnage qui n'est pas loin au fond d'un univers burlesque et poétique, qui est vraiment qui sont des qualificatifs qu'on ne pouvait pas vraiment employer pour le précédent livre, en tout cas pour les personnages du précédent livre. Donc Chris Kraus, je voulais vous demander, vous entendre parler d'abord de ça, de cette question du registre, de cette envie que vous avez peut-être eue après La fabrique des salauds de sortir du registre que vous aviez exploité, des différents registres que vous aviez exploités, et qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers ce registre, pardon, vers ce registre-là, à changer de ton tout à coup? Tout d'abord, bonsoir. Je pourrais vous écouter pendant des heures puisque l'auteur reçoit beaucoup de compliments. C'est pour tous les auteurs avec leurs doutes toujours formidable et pour moi aussi. Mais j'aurais préféré parler avec vous à Paris
au Goethe-Institut. J'y étais l'année dernière et nous avons eu cette belle conversation il y a exactement un an. Malheureusement, nous ne pouvons pas le faire. Mais pour revenir à votre question, j'ai travaillé sur le livre dont vous avez parlé en passant, La fabrique des salauds. J'y ai travaillé pendant très longtemps. Je crois que c'était 10 ans. Et au cours de l'écriture, j'ai failli ne pas finir le livre puisque mon histoire familiale est aussi liée à cette fiction. Et quand j'avais enfin tué ce monstre, je voulais faire complètement autre chose d'un point de vue du ton. Comme auteur et réalisateur, je viens de la comédie, j'ai commencé à gagner mon salaire avec ça. Et il y a des traces de l'humour dans La fabrique des salauds qui, par son genre, est plutôt une satire. Mais ici, je voulais capter un autre sentiment de l'existence, une innocence. Et je me suis rappelé mon propre séjour à New York, exactement la même année que la fiction Baiser ou faire des films, et cette réalité de l'époque ou ces parties de cette réalité, je les ai exploitées pour une correction de cette réalité, pour une invention. Et je suis très contente que j'ai créé beaucoup de personnages sympathiques dans un entourage très très différent, mais bien sûr, ce livre a aussi un lien avec le passé qui entre dans la vie de ces personnages innocents et cela joue un rôle, donc il y a une certaine continuité subcutanée entre ces deux livres. Ce sont des personnages innocents dans un monde coupable, comme disait Hitchcock de ces personnages. D'ailleurs, on pourrait penser à ça, puisque Jonas est en effet cette sorte d'innocent qui doit choisir, et tout est compliqué parce que tout est plus dur que ce qu'il pourrait imaginer. Mais en plus, il a derrière lui cette sorte de fantôme qui lui court après et qui est le fantôme qui est votre précédent livre, en somme. Il est poursuivi par le fantôme du passé nazi, et on y reviendra peut-être longuement, parce que c'est une dimension importante du livre. Mais je voudrais, pour commencer, parler peut-être du titre, ou plutôt des titres, puisque, en l'occurrence, le titre allemand et le titre français sont assez radicalement différents. Et peut-être pour commencer, j'aimerais que vous me parliez du titre allemand, qui est Femme d'été, femme d'hiver, qui sont deux concepts, si je puis dire, qui sont tout à fait structurants dans le livre. Et c'est un très bon titre. Le titre français aussi, on va y revenir après. Mais pour d'autres raisons, en tout cas, Femme d'été, femme d'hiver, c'est un peu ce à quoi Jonas a affaire, c'est-à-dire qu'il y a à choisir. Et il doit choisir entre beaucoup de choses, mais aussi notamment entre les femmes d'été et les femmes d'hiver. Qu'entendez-vous par là, ou plutôt, qu'est-ce que les personnages qui emploient ces mots dans le livre entendent par là? Ce titre s'explique par lui-même quand on lit le livre, est très évident. Je trouve que le titre choisi par l'éditeur français Belfond est beaucoup mieux. J'étais enthousiasmée. Le titre allemand et le titre français se réfèrent à des citations prises dans le livre, et la citation choisie par l'éditeur français est beaucoup plus équivoque et plus directe et plus charmant, je trouve. Je vais revenir à votre question tout à l'heure. Ça sonne un peu bizarre, mais je suis absolument enthousiasmée par le travail de l'éditeur, comment il a pris l'initiative et réfléchi à la présentation du livre. Et bien sûr, le titre est extrêmement important, et le premier livre qu'ils ont sorti, qui s'appelle en allemand Le sang-froid, je crois,
Ils ont aussi fait un travail incroyable. Ils ont fait la fabrique des salauds. En Allemagne, ça n'aurait pas été possible. Mon éditeur serait tombé à la renverse et je trouvais ça grandiose parce que ce n'est pas accrocheur à la surface, mais montre et explique comment on fabrique les monstres. Et pour le nouveau livre, c'était pareil. C'était un titre très clair, très direct par rapport à l'action, car Femmes d'été et Femmes d'hiver, on parle surtout d'une histoire de formation, un processus d'apprentissage d'un étudiant qui déjà, par le sens du mot, doit étudier, apprendre, et il apprend avec un réalisateur homosexuel complètement cinglé, la vie sauvage, pas seulement à New York, mais dans les souterrains de New York. Et je trouve cette citation « Baiser ou faire des films » grandiose. Donc, j'ai parlé longuement, excusez-moi. Est-ce que j'ai vraiment répondu à votre question? Oui, je crois que Femmes d'été et Femmes d'hiver, pas vraiment, mais c'est moins intéressant. Très bien, mais l'un des charmes du titre français est son ironie, parce que enfin, si on regarde la vie de Jonas pendant le livre, on ne peut pas dire qu'il baise et on ne peut pas dire non plus qu'il fasse des films, au bout du compte. Mais le titre est bon justement parce que l'ironie dit quelque chose de très juste du livre. Mais peut-être, restons en effet sur le titre français si vous voulez, et c'est peut-être le moment justement de lire le passage auquel vous avez pensé, que vous avez eu envie de lire, parce que si nos auditeurs veulent comprendre d'où vient précisément le titre dans le livre, ça tombe bien, c'est dans le passage que vous avez choisi de lire. Je l'introduis en un mot simplement pour dire que le maître, le professeur de votre protagoniste que vous décriviez très bien comme une espèce de monstre excentrique, drôle et provoquant, est au centre de ce passage. C'est lui qui va dire à ses élèves, qui va d'abord donner à ses élèves un poème, et ce poème est peut-être le programme de la formation de Jonas dont vous allez parler. Donc, ce personnage qui est Lila dans le livre est central dans ce passage, mais il sera aussi question d'une femme qui est très importante dans le livre, même si elle en est à l'arrière-plan, puisque c'est Ma, la petite amie de Jonas, qu'il va laisser à Berlin pendant ce périple initiatique à New York. Mais donc, si vous le voulez bien, entendons tout de suite le texte, parce que c'est quand même la meilleure manière de découvrir un livre. Je le fais très volontiers. Le passage est au début du roman et vous avez dit tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir situer ce passage. Il faut que je regarde comment je vais me positionner. Je crois que comme ça, c'est possible. Alors que tout avait commencé de manière tellement subversive, aussi subversive que possible pour une université. Le séminaire le plus improbable que l'Académie du film ait jamais connu. C'est un séminaire à une école de cinéma à Berlin. J'étais complètement surexcitée dans le programme officiel. Un cours me faisait de l'œil et pour une fois, l'intitulé n'était pas Empathie somatique chez Hitchcock ni Modalité de l'actualité discursive dans le film historique d'art et d'essai, mais qu'est-ce qui est mieux, baiser ou faire des films? En majuscule forcément, du lilas tout craché. De quoi retenir l'attention et pas seulement la mienne. D'autant que sous description du séminaire, le professeur von Dornbusch avait inséré le poème didactique suivant. Ô mon lac d'étudiants lubrique. Petit poème didactique. Ô mon lac d'étudiants lubrique. Pampan, cucu, plouf, trou, rigolo, trou, à la revoyure. Bébé, jouet, fesses crémées. Caca dans la couche, c'est toi. Mon conseil, il vient du cœur. Connais-toi toi-même, dors pour passer le temps et note tes rêves et parle beaucoup et filme le silence.
et trouve-toi des amis qui te détestent. C'est toujours bon à prendre. Et si tu aimes la mauvaise personne, car le bonheur, c'est la mort de tout réalisateur. Et surtout, ne regarde pas de films, pas de télé, pas d'art et pas de poèmes. Tu ne dois voir que ton rire, tes pleurs et tes gros orteils. Et surtout, pas de fax, pas de téléphone, rien qu'un pantin de bois à qui tu confies les forces que tu as aussi. Et surtout, dors à la belle étoile et prends le plus grand oiseau et va à la mer et va au monastère ou à New York. Mais pas sur un plateau télé et demande pardon pour tous les mauvais films de tes amis, pour ne pas devenir comme tout un chacun, car la laideur et le mauvais goût sont contagieux. Alors, prends place dans mon séminaire et filme-toi. Au 7e ciel, au plein soleil, en train de faire l'amour et sois à l'heure. Toujours bien à toi, Lila von Dornbusch, directeur de l'UFR 3, salle 421. De la vie de tout le monde, ce n'était que de la poésie déjantée. Et la poésie déjantée d'un réalisateur passé de mode, vieillissant, méprisé par ses collègues qui avaient envie de pérorer sur Eros et le 7e art devant ses étudiants et avait besoin pour ça d'un descriptif bien troussé. Sauf que non, ce n'était pas ça. On était bel et bien censé se filmer en train de faire l'amour comme le poème didactique nous en menaçait. Et ce, dès le début du séminaire, devoir à rendre pour la toute première heure de cours. Quand j'ai expliqué ça à Ma, elle n'y a pas vu d'objection. Parfois on dirait qu'elle n'a pas de corps, mais elle a un rapport plus naturel, plus ludique que moi au sexe. Peut-être parce qu'elle a plus l'habitude de la mort. En installant la caméra, je me suis sentie stupide. Je n'en menais pas large, mais Ma a pouffé de rire, a enlevé son pantalon de bon cœur, l'a plié, a enlevé sa culotte, l'a plié, avant de m'enlever mon pantalon et mon caleçon et de plier le tout, comme chaque fois, c'est un genre de toc. Mais elle a gardé son t-shirt bleu, elle ne voulait pas qu'on voie ses seins, qu'elle trouve trop petits. C'est quoi le problème des petits seins, j'ai demandé. Donc toi aussi, tu les trouves trop petits? Non, je les trouve super. C'est pas comme si tu en avais une spécialement grosse. Personne n'a jamais dit une chose pareille. Tu fais comme si tu n'y pensais même pas, comme si tu n'avais pas de complexe. Tu es bourré de complexes rien qu'à cause des nazis de ta famille. Je suis sûre qu'eux aussi, ils en avaient des petites. On y va? Quand ça a été terminé, j'ai bien été forcée d'avouer à Ma que je n'avais pas allumé la caméra, je n'y arrive pas, je n'ose pas. La queue entre les jambes, j'ai apporté une pellicule vierge à Lila qui nous a accueillis avec du thé et des petits gâteaux pour noter nos performances sexuelles. Il était assis sur son trône en nichon, tel un vénérable chef de tribu cannibale en appétit. Mais rien ne s'est passé comme prévu, car Lila n'avait aucune envie de voir nos enregistrements. Il n'a rien regardé, il a déclaré de sa voix d'instituteur qu'il n'imaginait rien de plus barbant que des enfants d'universitaires issus de la classe moyenne en train de découvrir le sexe, surtout quand ils étaient hétéros. Merci beaucoup, Chris. Je crois que ça donne une assez bonne idée de la nature du livre, même si on est au tout début, avant que ne commence l'aventure new-yorkaise de Jonas, si on peut appeler ça une aventure. Mais justement, c'est tout en même temps sort peut-être de ce poème. Et à propos de ce poème, j'avais envie de vous en parler, parce que vous avez dit tout à l'heure que vous êtes souvenu pour ce livre de votre propre séjour à New York dans les mêmes années. On ne peut pas s'empêcher de penser d'ailleurs qu'il y a nécessairement une part autobiographique dans l'histoire de cet étudiant en cinéma à Berlin, alors que vous-même avez été étudiant en cinéma à Berlin. Je ne sais pas donc quelle est exactement la part, mais il y en a une qui apparaît, c'est la présence dans le livre, d'une certaine manière, de celui qui a été votre réel professeur de cinéma, je crois, Rosa von Fronheim. À qui le livre semble dédié, puisqu'il est dédié à Rosa. Et surtout, dans les remerciements, vous dites
que vous êtes il est le premier que vous remerciez dans ses remerciements, et vous le remerciez notamment d'avoir emprunté, de vous avoir permis d'emprunter des extraits d'un poème didactique qu'il a écrit et publié. Est-ce que le poème qui est au cœur de cet extrait n'est pas justement fait en partie de citations de votre professeur Rosa, qui a ce point commun avec votre personnage de porter un prénom féminin? Peut-être y a-t-il d'autres points communs. Parmi toutes ces possibilités de répondre que vous m'avez proposées, il faut que j'en choisisse une. Je crois tout d'abord que raconter, c'est un travail avec des réalités, avec la fabrique des salauds, je l'ai fait, mais d'une autre façon. Ici, je me sers en partie de ma propre biographie, mais ce qui s'ensuit est plutôt, comme je viens de le dire, une transformation de la réalité pour créer une autre matière. Bien sûr, dans la substructure, il y a des parallèles avec ce que j'ai vécu en tant qu'étudiant au cinéma, mais ce n'est pas une autofiction à proprement parler. Je ne crois pas qu'il s'agit d'un alter ego, mais beaucoup de choses, je les ai vécues avec Rosa von Braunheim. J'ai effectivement fait ce voyage en 1996 à New York. Et beaucoup de choses que j'ai vécues se retrouvent dans le roman, s'y reflètent. Rosa ne m'a pas seulement impressionnée à cause de ce séminaire. À cette époque, j'étais vraiment désespérée à cette école de télévision et de cinéma très peu sensuelle, très académique, très théorique dans son enseignement du cinéma. Et puis est arrivé ce fou furieux. Et il a fait un séminaire sur le sexe. On devait tous se filmer en train d'avoir des rapports sexuels. C'est impossible aujourd'hui avec MeToo. Il vient vraiment du mouvement de 68. Il nous a clairement dit, l'art, c'est tout ce qui est direct, avec un réalisme naïf, et sexe aussi, c'est de là, entre 2 et 5 personnes ou tout seul. Et c'est ça qui m'a vraiment impressionnée. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis liée d'une étroite amitié avec Rosa, et c'était le point de départ de ces histoires du roman, ou une des situations de départ. Et c'est un grand amour qui nous lie, et je lui dois beaucoup pour à la fois mon évolution professionnelle et personnelle. C'est pourquoi je lui ai dédié le livre. Je sentais bien qu'il y avait ce genre, une présence von Braunheim, dont l'œuvre cinématographique est d'ailleurs à l'extravagance et la poésie folle qui traverse le livre. Enfin, on sent qu'il y a une parenté presque entre vous. Cela dit, j'aimerais parler particulièrement des personnages féminins, parce que c'est un des charmes, une des forces de vos livres, en tout cas des 2 livres que j'ai pu lire, en ne lisant pas l'allemand. Il y a toujours... les personnages féminins dans La Fabrique des salauds étaient dans cette zone d'étrangeté où vous aimez, semble-t-il, placer les femmes. Et ici, c'est particulièrement net avec la petite amie berlinoise de Jonas, mais aussi avec un personnage qui va devenir de plus en plus central, qui est Nell. Je ne sais pas comment il faut exactement prononcer son nom, vous nous le direz. Nell la sirène, qui est une employée d'ailleurs, enfin une stagiaire de l'Institut Goethe de New York, donc nous sommes en terrain connu. Et je dois dire que ce personnage est une des plus belles choses qui soient arrivées au lecteur de ce livre. Je reviens quand même sur cette idée de femme d'été et de femme d'hiver, parce que si on pense à Nell, ça dit quelque chose elle incarne la femme d'été peut-être, ou quelqu'un qui est prêt à devenir une femme d'hiver pour le personnage. Enfin, elle me paraît un des pôles magnétiques de ce livre, et donc j'avais très envie simplement de vous en entendre parler, mais peut-être à travers cette question de la femme d'été. Quand même, j'aimerais bien vous entendre dire de quoi il s'agit.
En fait, la race des femmes, bien sûr, est tout à fait décisive. Et le personnage Jonas est en quelque sorte tenaillé entre ces deux individus et on pourrait même dire ces deux concepts. Mais j'ai du mal à... Il faut que je dise que c'est une invention littéraire de ces deux. Nele pourrait presque être le cliché de la française entre guillemets. Nele est un peu crazy, comique, elle fait des choses bizarres et évidemment, comme chaque être, elle a une profondeur. J'adore travailler avec les contrastes et cela concerne à la fois les concepts des livres, la rencontre entre tragédie et comédie, de la burlesque et du lyrisme, mais aussi des personnages qui sont confrontés l'un avec l'autre et d'individus qui en eux-mêmes sont en train d'exploser. Nele, évidemment, qui est décrit presque comme dans un feuilleton, comme une femme d'été, beaucoup plus que ça. Il s'agit d'un côté de la légèreté de l'être et de la vie, symbolisée par Nele, en tout cas l'apparente légèreté, et puis la terreur symbolisée par Ma, donc ça n'a plus rien à voir avec les femmes d'été. Et regardant vieil homme l'adolescence, maintenant je suis un vieil homme qui se souvient avec nostalgie de ma jeunesse. Dans l'adolescence, on est exactement coincé entre ces deux extrêmes, surtout quand on a 20 ans. Le livre met en scène des gens qui ont 20 ans, leurs grands désirs vers lesquels ils tendent et les peurs de l'enfance se rencontrent. Et c'est ainsi que j'ai conçu ces deux personnages féminins comme concept. Oui, il faut dire que Ma, quand vous dites Ma et la terreur, Ma est infirmière et elle travaille dans une unité de soins palliatifs. Donc, en effet, la terreur est son métier, si je puis dire. Elle aime dire à Jonas que telle patiente est morte. C'est pas toujours vrai. Mais enfin, au bout du compte, ils meurent tous assez vite. Et il y a d'ailleurs cette part médicale, si je puis dire, cette part qui traverse le livre aussi, parce que Jonas a un trou dans la tête. Jonas est d'une fragilité infinie et il peut dire à des personnages je serai mort dans 6 mois, mais au fond, je ne veux absolument pas dévoiler, en l'occurrence, ce qui est le début du livre, mais parce qu'il y a un prologue dans le livre, mais enfin, peu importe. Mais il ne mourra peut-être pas très vieux, en effet. Mais il y a cette dimension médicale, ce choc à la tête. Et c'est amusant parce que c'est une analogie avec la situation de départ de la Fabrique des Salauds, puisque le personnage principal de la Fabrique des Salauds est au présent, ensuite il va replonger dans son passé, mais est dans un hôpital et il a une balle dans la tête. Il y a toujours un trou dans la tête de vos personnages. Mmh. Oui, c'est la chose la plus vulnérable qui existe, surtout pour un auteur, l'idée qu'il y ait un problème avec la tête. J'en avais même pas conscience, c'est un critique chez mon éditeur qui a attiré mon attention sur ce double emploi. Il y a certainement une portée symbolique, mais Ma porte le poids de la vie. Le sérieux, c'est une relation qui dure depuis longtemps déjà et qui a une perspective d'avenir. Et contre ça, il y a le moment, l'instant, l'explosion des émotions et le sexe. Et bien sûr, cela est représenté par Nele. Et si on mélange ces deux ingrédients, on a la vie.
Et je crois que ce roman, qui m'a donné beaucoup plus de plaisir à l'écriture que La Fabrique des salauds, c'est une compilation de différents extraits de la vie dans la forme d'un journal, car je voulais absolument que on entre dans les pompes du protagoniste et qu'on regarde dans sa perspective à la fois de crapaud et d'oiseau et on sent la sauvagerie de l'instant. Et entre ces deux femmes extrêmes, cet homme plutôt timide m'a donné du plaisir au moment de l'écriture et j'espère que les Français vont aimer ce texte car je crois que le succès de La Fabrique des salauds a un rapport avec l'humour qui a été autrement reçu en France qu'en Allemagne. Quand je parlais des différences de registre entre ces deux livres, ces différences sont évidentes, mais ça ne veut absolument pas dire en effet que La Fabrique des salauds n'avait pas d'humour, et au contraire, il y a un humour grinçant, un humour sarcastique, alors que là, il y a une sorte de libération de l'humour qui prend une légèreté parce que justement, il peut se promener partout dans toute la vie, comme vous dites, c'est très juste. Mais je reviens sur le rapport de Jonas au passé de sa famille, en l'occurrence, et au passé de l'Allemagne, et au passé du monde, c'est-à-dire au nazisme. Les premiers mots de Jonas dans ce journal sont répétés 10 fois. Enfin, c'est une phrase répétée 10 fois. Et cette phrase est « Je ne tournerai pas de film à la con sur les nazis ». Vous disiez qu'il est entre deux femmes, il est aussi entre deux films. Il veut absolument faire un film comme son professeur le lui a demandé sur le sexe. Il finit par se focaliser sur l'oreille, ce qui vaut des scènes extrêmement drôles où il va interviewer les gens dans la rue pour filmer leur oreille et leur faire parler de l'oreille et de ce qu'ils aiment faire avec leurs oreilles au lit, entre autres. Mais la question de faire un film sur les nazis se pose avec une force de plus en plus grande à travers le livre, et notamment parce qu'un autre personnage féminin intervient, qui est la tante Paula. Et voilà encore un grand personnage féminin, un merveilleux personnage, donc une vieille dame, très vieille dame, juive, qu'il appelle ma tante, mais qui n'est pas sa tante. On apprendra, et je ne vais pas déflorer quel était son rôle exact dans la famille. Toujours est-il que juive de Riga, on retrouve Riga, on retrouve les pays baltes et la Lettonie comme dans La Fabrique des salauds. Elle a évidemment subi les persécutions des nazis, mais contrairement à la quasi-totalité des juifs de Riga, elle n'a pas été tuée, et c'est parce que le grand-père de Jonas l'a sauvée. Et or, le grand-père de Jonas est un infâme salopard qui a fait partie des Einsatzgruppen, dont la culpabilité est totale et évidente, mais pour elle, il échappe à cette culpabilité parce qu'elle a été sauvée grâce à lui. Alors, on retrouve là le poids de l'histoire qui ne pèse pas sur le livre en même temps, parce que tout est toujours pris dans le mouvement, mais en même temps, tout est très net, et notamment très précis historiquement. Et peut-être, si vous voulez, on pourrait parler un peu de ce que vous mettez au jour dans le livre, qui est historiquement précis et très important, qui est un lieu totalement méconnu, qui est l'Institut d'hygiène SS de Riga, où elle a été forcée de travailler pendant l'occupation nazie. Et ce lieu, vous avez consulté des archives pour en parler, et pour autant, il y a eu très peu de travaux historiques sur lui. Donc peut-être pouvez-vous nous dire quelques mots de cet Institut de l'hygiène SS de Riga en 1941 à peu près, notamment. C'est pas si facile de résumer tout cela. Il faut dire aussi que le livre est construit en différents niveaux et la chose à laquelle vous avez fait allusion est un secret qui va être dévoilé beaucoup plus tard dans le livre. Vous ne l'avez même pas découvert, mais seulement il fait allusion. L'adolescence a toujours un rapport avec la recherche d'identité, l'amour, le fait de tomber amoureux est un changement de perspective, de déplacement de centre, est une recherche d'identité. C'est quelque chose qu'on apprend seulement
adulte, s'approprier une autre perspective que la nôtre, déplacer le centre, l'instinct d'autoconservation sur quelqu'un d'autre, c'est extrêmement beau et c'est de ça qu'il s'agit dans le livre. Il y a différentes manières d'aimer qui sont évoquées. Les deux premières, on a déjà parlé, et puis une autre plus profonde qui arrive beaucoup plus tard dans le livre avec un grand sérieux. C'est l'histoire de Tante Paula, une histoire terrible, et cette histoire terrible fait un peu écho à l'histoire très drôle de l'autre adolescent, Jonas, et on la voit elle aussi à l'âge adolescent, et donc cette autre façon d'aimer sous la terreur véritable, sous une peur épouvantable, sous la catastrophe du XXe siècle. Et là, je me suis servi de recherches qui ne sont pas entrées dans la fabrique des salauds, mais qui m'ont vraiment préoccupée comme mon histoire familiale qui ne m'abandonnera plus jamais jusqu'à la tombe. Et je trouvais ça tellement atroce, ce que j'avais découvert sur l'Institut d'hygiène de Riga, que j'ai pris des citations originales que j'ai extraites des témoignages ou des interrogatoires que j'ai trouvés dans les archives. Je les ai intégrés, donc je ne les ai pas inventés, et je les ai comme un puzzle rassemblés et pas comme un pastiche, comme un montage. Et c'est très important pour moi qu'il y a différents niveaux de narration qui sont aussi documentaires et qui ne viennent pas de ma subjectivité. La subjectivité, bien sûr, m'attire dans la narration, mais ce mélange entre le documentaire et le subjectif, qui est basé sur les souvenirs, me fascine dans l'art, et je crois que c'est mon essai thérapeutique. Mais à propos de thérapeutique, à propos de thérapie, la beauté du personnage de Paula est que justement vous êtes extrêmement précis pour décrire l'horreur qu'elle a vue. Ce centre d'hygiène de Riga étant un lieu en fait d'expérimentation du gazage, du gazage des êtres humains, et elle est protégée, mais elle voit mourir, et c'est parfois irrémédiable aussi. Et pourtant, ce personnage, dans ce que vous esquissez de la vie qu'elle a eue entre-temps, aujourd'hui elle est très vieille, et d'une vitalité, d'une force assez extraordinaire. Et elle vous permet aussi, du coup, de faire un lien entre plusieurs périodes de l'histoire du XXe siècle. Elle a connu la Beat Generation, elle est devenue peintre d'ailleurs, elle a une œuvre de peintre, et elle a connu tout le monde, et elle a vécu cette liberté qui est 10 fois plus vive quand on vient de la terreur. Et ça aussi, c'est entre cela aussi que navigue Jonas. Son apprentissage de la vie, c'est entre les deux. Et donc, il y a dans le livre la période nazie, et puis il y a ce qu'elle a connu, elle aussi, elle est le lien entre tout. Il y a justement la période de la contre-culture, de l'underground. Il y a ce très beau personnage qui accueille Jonas à New York au début, Jérémia, dont vous dites qu'il est dont Jonas dit qu'il est la décrépitude des hippies à son paroxysme. Et c'est amusant parce que là aussi, dans la Fabrique des salauds, il y avait un hippie qui était très important, puis c'était le compagnon de chambre à l'hôpital du héros. Et là aussi, c'était le choc entre deux mondes, deux périodes de l'histoire du monde, en fait, entre la terreur et la libération frénétique et parfois absurde que le hippie incarnait. Et il y a une importance particulière pour vous, un attachement particulier chez vous à cette période, à la contre-culture, à la période hippie, ces figures qui reviennent tellement dans vos livres et qui, dans celui-ci, sont particulièrement importantes.
Oui, en effet, quand j'étais très très jeune, je me suis mariée, j'ai eu un enfant et mon mariage n'était pas un succès et j'avais un rêve. À 23, 24 ans, je suis partie à l'étranger pendant des années et j'ai découvert Jack Kerouac. Comme beaucoup de jeunes de mon âge, c'était le livre de notre génération. En route était le titre du livre. C'était une Bible de la génération hippie, mais aussi des années 80. Et bien sûr, c'était très étrange quand, avec Rosa, une décennie plus tard, j'ai fait ce voyage à New York. Il était l'ami de beaucoup de ces beatniks et c'est ainsi que j'ai pu rencontrer Allen Ginsberg dans une situation assez proche de celle décrite dans le livre. Un autre beatnik était mort quelques semaines avant mon arrivée, Herbert Hunke, qui avait des racines allemandes, et c'est ainsi que je suis entrée dans ce cercle totalement fasciné venant de la bourgeoisie cultivée et j'ai absorbé ses influences. Ce n'est pas greffé sur le roman, c'est organiquement développé à partir de mes propres expériences. Et si on parle de Paula, j'ai fait des recherches sur une autre survivante qui est restée dans ces cercles et c'est souvent comme ça quand on écrit, on se sert de la réalité pour que l'invention ne semble pas trop fantastique. Tout est très réaliste et en même temps tout est très fantastique. C'est comme si vous alliez chercher justement dans la réalité d'une époque ce qu'il y avait de plus fantastique, ce qu'il y avait de plus irréel, si je puis dire. D'ailleurs, il y a quelques mots, je recommande vraiment à nos auditeurs de lire, quand ils l'auront, le livre jusqu'au bout et de bien lire les remerciements, parce qu'il y a quelques clés, peut-être biographiques, mais surtout, vous finissez sur quelques mots. Vous remerciez donc différentes personnes, mais vous remerciez aussi les années 90 elles-mêmes, qui sont le centre de votre roman. Et vous avez à ce moment-là quelque chose sur... Enfin, vous jouez en contraste avec notre époque. Vous dites que c'était... Vous parlez des années 90 en disant, je vous cite là, que c'était une période, une décennie d'exception, pleine d'espoir, et où l'espace d'un moment, tout semblait possible. Et vous mettez ça en contraste avec notre époque que vous décrivez de manière, il faut bien l'avouer, assez sombre, une époque rongée par les inflammations politiques, dites-vous, la guerre, les déplacements de population, et par une épidémie galopante de dictateurs. C'est-à-dire, on a, après, comme on lit ça en ayant juste achevé votre livre, tout le bonheur qu'il y a dans ce livre, même si c'est dur et mélancolique, tout ce qu'il y a de lumineux dans ce livre, apparaît quand on lit ces lignes-là comme une sorte de manifeste quasiment. Enfin, en tout cas, une sorte d'utopie réelle que vous jetez à la face d'une époque, la nôtre, que vous jugez, elle, beaucoup plus sombre. En fait, c'est certainement une douce sentimentalité due à l'âge qui s'y joint. L'histoire vit des conflits, mais naturellement, à l'époque, des utopies existaient encore. Rosa von Braunheim en est le meilleur exemple et tout semblait possible. Pas seulement en 1996, c'était très peu de temps avant le 11 septembre, quelque chose de totalement inattendu. Tout ce que nous faisons maintenant, ce streaming, on n'aurait même pas pu l'imaginer. Donc il y a aussi beaucoup d'avantages. Le monde est à la fois plus ouvert et plus limité en même temps et l'élément utopique du roman qui joue un si grand rôle en des sens très divers dans cette mélancolie positive, peut-être aussi dû à mon âge et mes expériences. Mon environnement social a vraiment changé. C'est pourquoi j'ai écrit ce roman
qui aurait pu aussi être transposé à une autre époque, il est concrètement ancré dans les années 90, car j'avais le sentiment que là seulement tout est réel et véridique malgré les utopies, car les utopies aussi peuvent être réalistes et nous vivons à une époque très conservatrice où ces utopies n'existent plus et ça c'est une grande différence par rapport à l'âge de ma jeunesse. Mais c'est malgré tout un livre beaucoup plus positif que La Fabrique des salauds et c'était ma motivation pour mon écriture, me donner à moi-même un espoir et aussi aux autres qui passent quelques heures avec ce livre un peu plus mince que La Fabrique des salauds. La Fabrique des salauds était une sorte de portrait du XXe siècle tout entier en cauchemar. Là, au-delà même de ce que vous dites des années 90, qui est donc lié aussi à ce que vous en avez connu, vous parlez de sentimentalité, bon, mais sauf que vous allez au-delà. Et là, pour le coup, dès les premières pages du livre, dès ce prologue dont on n'a pas parlé et dont je laisse peut-être le plaisir de le découvrir à nos auditeurs, parce que ce prologue ajoute une dimension étonnante au livre. Mais en tout cas, il finit par quelques mots. C'est la fille de Jonas. On imagine que c'est vraiment la fille, on ne sait pas. En tout cas, elle se présente comme la fille de Jonas et elle finit cette petite introduction en disant que lire ce texte, le journal qu'on va lire, c'est au fond rendre hommage au XXe siècle, aux personnalités grisantes qui peuplaient ce siècle, dites-vous. Enfin, dit-elle. Il y a le cauchemar, il y a la tragédie du XXe siècle dont vous parlez avec beaucoup de précision et de force ici et dans La Fabrique des salauds, mais il y a quelque chose aussi que vous allez chercher. Enfin, j'ai l'impression que vous êtes un romancier, non pas du XXe siècle au sens du genre, de la forme, mais enfin, vous êtes un romancier plongé dans le XXe siècle. C'est lui que vous racontez, et là, il s'agit de ces dernières années. Ce siècle-là a une importance particulière dans votre travail. Au fond, quelle est-elle? On verra ce qui nous arrivera. Il est certainement, le roman se passe en 1996, donc à la toute fin du XXe siècle qui nous a laissé tant de terreur et à l'époque tout le monde espérait, on allait vers le nouveau millénaire, qu'un siècle totalement innocent nous attendrait, mais ce n'était pas le cas. Tout de suite sont arrivés les grands conflits et turbulences politiques, les guerres, et maintenant il faut voir ce qui restera. Luther a dit, même si la catastrophe menace, il faut planter notre petit pommier, et je crois que Voltaire a dit, il faut faire le jardin. Cet espoir, il ne faut pas le perdre. Il nous anime et il anime aussi le livre, je l'espère en tout cas. Je pose une dernière question, mais avant cela, je vous dis à tous je vous rappelle que vous pouvez poser des questions donc dans le chat, la petite touche converser qui est en bas. Enfin, je vois qu'il y a déjà des messages, mais voilà, pour ceux qui ne l'auraient pas encore repéré, c'est tout à fait en bas de votre écran. Et dans 5 minutes, on va relayer vos questions pour les soumettre à Chris Kraus. Simplement, vous parlez de l'attente de l'espoir. Enfin, disons que dans cet éloge du XXe siècle que vous faites malgré tout, éloge malgré l'horreur, malgré l'enfer, sur lequel vous ne fermez pas les yeux, mais je reviens sur ce que vous dites dans les remerciements, sur ce tout était possible, en tout cas dans ces années 90-là. Il y a une scène extraordinaire dans le livre, qui est un cheval qui apparaît dans Central Park, et je ne raconte pas, mais enfin, c'est une des scènes les plus belles. Et d'ailleurs, à la toute fin du journal, Jonas pense à ce cheval. Ce cheval est peut-être le symbole pour lui de ce qu'il a vécu. Et il y a cette liberté-là. On voit un cheval, on voit quelqu'un traverser les rues de Manhattan
à cheval. On voit tous ces possibles. Et au fond, c'est un livre aussi sur la liberté. Enfin, c'est peut-être d'abord un livre sur la liberté. Et il y a quelque chose de très touchant par rapport à aujourd'hui. Mais dans quelle mesure, à travers ça, vous tenez un discours aussi sur une liberté qui serait aujourd'hui racornie, réduite, et de quelle manière? Enfin, est-ce qu'on ne peut plus vivre de cette manière-là aujourd'hui? Qu'est-ce qui est rendu impossible désormais? Non, bien sûr que non. Il faut que je répète, il s'agit vraiment de la subjectivité dans ce roman. Et la liberté est toujours liée à la jeunesse et c'est ça qui est fou. Et aussi avec le personnage Paula sur lequel j'avais fait des recherches, ce qui m'a le plus étonné quand j'ai étudié les biographies de survivants, c'est que très souvent les personnes qui ont survécu à ces tortures atroces autrement que leurs proches, ont répondu à la question quelle était la plus belle époque de votre vie, répondent c'était le temps de la persécution parce que j'étais jeune et j'avais l'espoir de survivre, mais en même temps aussi le temps le plus terrible. Et c'est ça qui m'a absolument bouleversée. Au début de notre conversation, vous m'avez demandé ce qui avait déclenché mon histoire. Et je crois que le déclencheur de mon histoire autour de mes expériences à New York, c'était vraiment la recherche dans laquelle j'ai trouvé cette affirmation que j'ai mise dans la bouche de tante Paula, que l'époque la plus merveilleuse et en même temps la plus terrible était quand elle était jeune, amoureuse, à cette époque de la persécution, puisque l'amour et la jeunesse se moquent du siècle, du 19e, 20e ou 21e, dans notre individualité limitée, notre espoir ne meurt jamais, peu importe comment continue l'époque politique. Jusqu'à ce jour très lointain, quand nous allons nous dynamiter, cela existera, continuera à exister. Et c'est ça qui est beau dans la littérature, l'art et j'espère aussi dans notre conversation de ce soir. Conversation dont je vous remercie infiniment, Chris. Et maintenant, Barbara, peut-être oui. Relayer les questions. Mais tout d'abord, j'aimerais lire un petit commentaire qui se trouve également dans le chat. Un grand merci pour cette discussion très touchante et précieuse. Donc, j'aimerais commencer par répéter ce petit commentaire avant de venir aux questions qui ont été posées. Et je vais essayer de résumer un peu. Le passé nazi de votre famille et de votre histoire familiale semble être un thème omniprésent dans la plupart de vos œuvres, les livres ainsi que les films. Est-ce qu'il est possible de s'en libérer? Est-ce que vous avez envie de retourner à des sujets plus légers, par exemple? Est-ce que vous êtes intéressé à la comédie ou la tragicomédie? Vous avez déjà montré un certain don pour la comédie. Donc, voilà la première question. On en a déjà parlé tout à l'heure pendant la conversation. Ce terrain, et je ne peux que répéter, j'ai commencé ma vie comme auteur de comédie à écrire des œuvres très légères et c'était facile pour moi. Ma famille, une famille nazie, avait de l'humour, même beaucoup, donc c'est en contradiction avec les clichés qui circulent dans la pop culture. Mais je me pose aussi des questions sur cela. Évidemment, je ne pourrai jamais me détacher de mes origines ni de mon passé et dans le nouveau livre, j'ai quand même essayé de n'y ancrer que le ressort du protagoniste, mais pas le temps narré du roman. Et maintenant, j'ai deux projets
que je prépare qui n'ont aucun rapport avec ce thème, mais personnellement, ce thème va toujours m'accompagner parce que c'est une expérience très intense d'apprendre que l'histoire qu'on a vue n'est pas celle qui, dans une réalité beaucoup plus complexe et invisible, reste autour de nous. J'aimerais vous poser une deuxième question que j'ai vue dans le chat qui est liée à ce sujet de l'histoire. Est-ce que vous pensez que l'homme est capable de tirer des leçons de l'histoire? Quand on voit aujourd'hui que l'extrême droite semble devenir de plus en plus fort dans beaucoup de pays, donc qu'est-ce que vous pensez de cette capacité de l'homme de tirer des leçons de l'histoire? C'est le paradigme de l'espoir. George Santayana a dit une fois, si nous ne nous intéressons pas à l'histoire, si nous ne sommes pas prêts à en tirer des leçons, nous sommes condamnés à la répéter sans cesse. Et je crois que l'espoir a un lien très étroit avec la compréhension du passé. Et je crois que dans tous mes livres et dans tous mes films, je m'en rends compte maintenant, l'ancrage des caractères dans le passé est un élément constituant. C'est ainsi, donc, bien sûr, personne ne peut voir l'avenir, mais si on s'intéresse à l'histoire, ce que j'ai fait, et La Fabrique des salauds était presque un livre d'histoire, on peut observer que l'histoire avance par phases, elle ne se répète pas forcément. C'est pourquoi j'ai bon espoir qu'à cette phase très conservatrice succédera une autre, que nous ne vivrons pas forcément plus ouverte, donc je suis assez optimiste. C'est la dialectique hégélienne qu'on ne peut pas supprimer. Puisque vous avez produit des films, mais aussi écrit des livres, une autre question est liée à ces deux domaines-là. Avez-vous pensé à adapter ces deux livres les plus récents au film aussi? Est-ce que ça a été peut-être offert à vous? Donc Das kalte Blut et Sommerfrauen, Winterfrauen? Non, tout au contraire, on ne me l'a pas proposé, mais c'est moi qui l'ai proposé, surtout La Fabrique des salauds qui est née d'une idée de série et par des chemins labyrinthiques, détournés. Cela a trouvé sa forme romanesque, bien sûr, on y travaille. En Allemagne, c'est difficile. En France, il y a un grand intérêt, mais le livre a reçu une autre réception en Allemagne qu'en France. Donc, je l'ai essayé avec le nouveau roman Baiser ou faire des films. C'est purement conçu comme une œuvre littéraire. C'était un rafraîchissement pour moi, comparé aux 10 années d'écriture de La Fabrique des salauds. Une dernière question pour le moment dans le chat. Je ne sais pas s'il y aura encore d'autres questions dans le chat. C'est une question très générale. Quels sont vos auteurs préférés, vos auteurs favoris? Ça change tout le temps. On ne pourrait presque pas le dire. En effet, j'ai, à part Nabokov, personne que je relis régulièrement. C'est plutôt un sédiment qui se pose. Nabokov me fascine parce que cet homme entre vraiment dans la psychogénèse des personnages et a un langage magnifique. Cela a aussi un rapport avec mon plaisir de vol littéraire. Je me suis servie chez lui et en ce qui concerne la littérature, c'est vraiment un de mes grands modèles. Esterházy joue aussi un rôle. Il y a beaucoup d'autres noms
mais si je pense à un seul, c'est Nabokov. Pour le film, c'est Truffaut, que je trouve absolument fascinant, qui a travaillé aussi fortement à partir de sa biographie. Les 400 coups, par exemple, je crois que c'est le titre en français, raconte sa propre histoire. C'est un artiste qui m'a marqué pour les films et continue à me marquer. Et il y a encore une dernière question qui revient encore une fois à la question de l'adaptation de la littérature. Et la question est, est-ce que la littérature devrait être adaptée au film? Est-ce que c'est bien pour la littérature de l'adapter au film? C'est une très bonne question. Je crois que beaucoup ont le sentiment d'une déception quand la littérature ne correspond pas à l'image qu'on s'en fait lecteur. C'est appelé au désastre de faire des films sur la littérature. J'ai travaillé avec un réalisateur, Volker Schlöndorff, qui ne fait rien d'autre que des films sur la littérature. Il m'a dit un jour, ce qui le fascine, c'est le flux des images créées par la lecture, de le transposer dans un autre média. C'est un peu comme au théâtre. Est-ce que le théâtre a un sens ou, comme disait mon professeur de germanistique, lisez les drames au lieu d'aller au théâtre? Et on est évidemment dans des médias différents et c'est légitime de transposer une histoire dans un opéra, une comédie musicale ou un film, car il n'y a pas seulement des pertes mais aussi des gains, et c'est pourquoi j'ai une autre attitude maintenant qu'avant. Avant, ça me fascinait, ça m'a presque poussé vers le cinéma, car j'avais cette envie de mettre des images sur les histoires des autres. Entre-temps, la littérature me fascine encore davantage que le cinéma et je ne peux pas donner de réponse claire à cette question. Elle me préoccupe tous les jours selon ma frustration créée par l'industrie du cinéma où on parle beaucoup plus d'argent que dans la littérature. Je ne peux dire que pour le moment, je partage le scepticisme de ceux qui se demandent s'il faut porter à l'écran cette grandiose littérature qui déclenche l'imaginaire des lecteurs et y ajouter l'imaginaire d'un réalisateur. Alors, merci. Je pense que ce sont toutes les questions qu'on a reçues dans le chat. Merci encore une fois à Chris Kraus et Florent Georgesco et à bientôt. Au revoir. Dankeschön, Florent. Dankeschön.